La salle de conférence de l'hôtel Palais Oriental de Porto Novo a abrité le vendredi 19 août dernier un atelier de consultation relatif au plaidoyer, les droits de l'homme et les libertés civiques. Il s'agit d'une initiative du réseau des femmes leaders pour le développement RFLD et du réseau de recherche pour l'intelligence artificielle et les droits de l'homme RIAD en partenariat avec Civicus qui a pour but de faire des plaidoyers et l'état des lieux des droits et libertés de l'homme au Bénin. À sa prise de parole, la présidente du RIAD, après avoir salué les partenaires, a rappelé l'importance des libertés de l'homme et les limites auxquelles ils sont confrontés. Grande est notre joie ce matin, nous, membres du réseau de recherche pour l'intelligence artificielle et des droits de l'homme RIAD, pour l'opportunité que le RFLD et son partenaire Civicus nous accordent pour l'organisation de cette consultation sur le plaidoyer, les droits de l'homme et les libertés civiques. Notons que les libertés civiques désignent les protections et les privilèges de liberté fondamentale accordés à tous les citoyens dans un pays par la loi contre toutes les discriminations. Mais force est de constater que ces libertés sont restreintes et parfois menacées de nos jours, malgré les actions menées par l'État et les organisations de la société civile. Il urge donc de faire un état des lieux en ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés civiques afin de faire des plaidoyers efficaces pour la promotion des droits de l'homme. C'est dans le même élan que la présidente RFLD, après son allocution, a déclaré lancer les travaux. La promotion des droits de l'homme, des libertés civiques et du développement des médias nous interpelle, nous, défenseurs des droits de l'homme, activistes, acteurs et actrices des organisations de la société civile, citoyens de la société. Face aux inégalités dans nos sociétés, il urge que nous demeurons permanents et fermes dans nos actions de sensibilisation et de renforcement de capacités au quotidien. En effet, quand nous parlons d'une société sûre, c'est une société dans laquelle nous prônons la liberté des médias, la promotion et le respect des droits de l'homme, la liberté de réunion, la liberté d'association et des médias. Le RFLD et le Civicus, en collaboration avec son partenaire local, le RIAD, sont convaincus de ce que nos actions au quotidien demeurent palpables et ne sont en vain. Nous sommes convaincus de ce que nous touchons toutes les couches, sans exception. Je passe donc par ce canal pour lancer une parole de motivation ce matin à l'endroit de tous ici, activistes, défenseurs des droits de l'homme, acteurs de la société civile, présidents des organisations ou même simples citoyens. Parce que simple citoyen qui est ici est quand même obligé de défendre les droits de son proche. N'est-ce pas? Donc, je lance une parole de motivation à l'endroit de tous ici présents à demeurer dans la lutte sans relâche. En persistant, nous y arriverons certainement à des résultats escomptés. Un grand merci à notre partenaire Civicus qui a permis, à travers ce consortium, la mise en œuvre de ces activités dans l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas dans le monde entier. Merci également à notre partenaire local RIAD. Et pour la continuité de cette séance, ce matin, je déclare officiellement ouverte cette séance. Je vous remercie. Au cours de cet atelier, divers thèmes ont été développés par les panélistes.
Les deux premières communications respectivement fait l'état des lieux, défis et perspectives des droits de l'homme et des libertés civiques. Les droits de l'homme sont des droits que nous avons tout simplement parce que nous existons en tant qu'êtres humains. Ils ne sont pas conférés forcément par un État. Le but des droits humains, c'est surtout de protéger la dignité humaine contre l'arbitraire des États. Aujourd'hui, dans nos sociétés, dans notre nation et dans d'autres nations, ces droits humains peinent dans leur pleine jouissance. En tant que citoyens, nous n'arrivons plus à jouir pleinement de nos droits comme cela se doit. Mieux, nous travaillons tous les jours à faire ce qui relève de notre devoir, mais nous ne jouissons pas de nos droits. Pour faire un peu l'état des lieux, nous pouvons citer par exemple les cas de privation d'exercice libre de son droit de réunion, les privations de liberté de façon arbitraire, les arrestations de journalistes qui ne font que donner des informations. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons renforcer nos capacités, travailler à permettre aux citoyens que nous sommes, à nos proches, jusqu'au fin fond du Bénin, à ce que tous les citoyens, tous les Béninois puissent voir leur capacité renforcée sur le contenu de la loi. Ça, c'est une stratégie qui va nous permettre de renverser très facilement la tendance lorsque les lois ne sont pas de nature à permettre aux citoyens de jouir pleinement de leurs droits en tant que citoyens. Pourquoi? Parce que si nous arrivons par exemple à informer X, Y, ceux qui ne parlent que peut-être leur langue vernaculaire, qui ne comprennent pas le français, nous arrivons à leur apporter l'information dans leur langue. Vous savez, lorsque nous sommes peut-être coincés et que nous nous levons pour attirer l'attention des gouvernants pour dire ah non, il faut revoir cette loi pose tel problème, nous serons plus seuls. Parce que parfois nous sommes seuls parce que les autres ne sont même pas au courant du contenu de la loi, ils ne sont pas informés, ils ne connaissent pas en fait les autres revers de la chose. Donc nous devons travailler à cela. Nous devons également travailler à sensibiliser les gens, à préférer les stratégies de plaidoyer et non la violence. Les stratégies de plaidoyer. Les dispositions légales ne permettent pas aux citoyens à tout moment d'organiser ces manifestations pacifiques. Nous avons vu au Bénin des gens qui, en voulant organiser ces manifestations, sont tombés sur le coup de la loi. Et ce qu'on prend comme argument, c'est tout par l'ordre public. Et ça permet facilement de vous opposer la loi et de vous garder quelque part en attendant. Donc ça fait partie des défis. Si nous voyons les différentes élections que nous avons organisées au Bénin, ces élections, il y a eu des violences, il y a eu des revendications, les partis se sont vus exclus et se sont soulevés contre la loi, mais on leur a dit, bon, c'est la loi, tout le monde doit respecter. Donc ça fait partie quand même des défis actuels, puisque d'ici 2023, nous allons organiser encore des élections au Bénin, et c'est un grand défi. Est-ce que à la veille ou bien après ces élections, nous allons encore tomber dans les situations que nous avons vécues durant les dernières élections au Bénin? Ça c'est une question, ça c'est des défis sur lesquels, autant que nous sommes, grâce à la société civile, tous les acteurs doivent se mobiliser pour que les élections au Bénin redeviennent des fêtes. Au niveau de la liberté d'association,
La loi permet à tout le monde de se mettre en association, d'organiser des réunions, de mettre en association. Mais nous devons être vigilants. Être vigilants en ce sens que si nous ne sommes pas faits d'ici quelques mois, beaucoup d'associations vont disparaître. Nous avons vu récemment un courrier du ministère de l'Intérieur qui a demandé aux associations d'ici le 30 avril d'envoyer au ministère de l'Intérieur les documents qui tiennent régulièrement leur agir, les documents qui prouvent qu'ils ont relu les instances. C'est vrai, il faut rappeler, mais personnellement, moi je pense que le délai de 30 avril et de 30 septembre est un délai vraiment court. Un délai court. C'est vrai, il y a des organisations qui relèvent les instances, mais le fait d'aller payer encore pour un nouveau récépissé, le fait d'aller reprendre encore le journal officiel, le coût est élevé, ça fait que beaucoup d'organisations n'arrivent pas à faire encore cette nouvelle déclaration. Par ailleurs, les communicateurs Estelle Adibi et Elège Toyon-Meyi ont abordé respectivement les rôles de l'État et des défenseurs des droits de l'homme dans la préservation des droits des citoyens. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre alors de l'expression défenseur des droits de l'homme? Donc, cette expression désigne toute personne ou groupe de personnes qui travaillent individuellement ou en association pour la promotion ou la protection des droits de l'homme. Donc, un défenseur des droits de l'homme est quelqu'un qui défend n'importe quel droit fondamental au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc, ces défenseurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent juste à promouvoir les droits civils et politiques et à promouvoir et protéger et en mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, ils interviennent à propos de toutes sortes de situations en rapport avec les droits des hommes, comme par exemple les mutilations génitales féminines, les tortures, la discrimination, les problèmes d'emploi, les expulsions forcées, l'accès aux soins de santé, les déchets toxiques et les effets sur l'environnement. Donc, ils défendent, comme je le dis, les droits fondamentaux aussi divers que les droits à la vie, à l'alimentation, à l'eau, au meilleur état de santé reproductive, la liberté, l'éducation, la liberté de circulation et la non-discrimination, pour en fait tout. Aujourd'hui, l'importance de la séparation des pouvoirs pour la liberté individuelle est très importante. Et les libertés individuelles, quand on parle de liberté individuelle, on parle des droits fondamentaux qui sont sous le signe des décisions majoritaires aujourd'hui en démocratie. Les droits de l'homme sont universels et indivisibles. Alors, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté de propriété, c'est la liberté de penser. Le dernier panel sous le thème de plaidoyer efficace, une des communications ayant fait objet des travaux de groupe. Au cours de cette communication, les participants ont fait des plaidoyers sur divers sujets. Nous avons fait la différence entre le plaidoyer et une autre expression qui est le réquisitoire. Le plaidoyer permet de défendre une idée, comme je l'ai dit tantôt, alors que le réquisitoire critique. Donc, c'est soit une idée, une personne. Donc, la différence entre le plaidoyer et le réquisitoire, c'est dans la formulation. Lorsque, par exemple, vous voulez faire un plaidoyer et que vous vous mettez à critiquer l'idée plutôt que de défendre l'idée, vous êtes dans le réquisitoire, mais vous ignorez. Et donc, votre plaidoyer peut ne pas aboutir parce qu'en réalité, vous devez rester, disons que l'un est positif et l'autre est négatif, tout simplement. De votre stratégie dépend de deux ou trois choses. La première chose, avant de faire votre stratégie, vous devez penser au type de pouvoir que vous avez en face de vous. Maintenant, le type de pouvoir que vous avez en face de vous fait appel à différents acteurs. Et ces acteurs aussi font appel à des forces. Donc, ensemble, nous allons d'abord identifier lorsqu'il y a une question, lorsqu'il y a un enjeu, comme a dit Madame la conseillère, d'abord, quels sont les types de pouvoirs possibles que nous avons. Et par rapport maintenant
et au sujet, à l'enjeu que j'ai, quel est le type de pouvoir qui entre en action. Une fois identifié le type de pouvoir auquel on a fait face, il va falloir identifier maintenant si la personne que j'ai en face de moi, c'est un allié, un adversaire ou ma cible. Maintenant, c'est pas que les personnes restent figées. Celui qui au départ est mon allié peut devenir plus tard mon adversaire. Et mon adversaire devient mon allié de façon circonstancielle. La première stratégie qu'on peut utiliser en matière de plaidoyer, c'est la recherche. C'est-à-dire, on peut mener des études pour étayer ce que l'on dit. Au-delà de cela aussi, on peut utiliser les programmes pilotes comme stratégie, c'est-à-dire développer des modèles. Et après, lorsqu'un modèle marche, tout le monde se range derrière le modèle. À part ça aussi, une autre stratégie qu'on peut utiliser, c'est la stratégie des droits humains. Et tous les panélistes ici ont parlé des droits économiques, sociaux. Je ne voudrais pas revenir sur ça. Après les droits humains, on a aussi les procès, c'est-à-dire on peut décider de faire une procédure judiciaire pour quand même se faire écouter. Et on peut aussi utiliser la négociation ou bien la persuasion, on appelle souvent le lobbying. Au thème de cet atelier, quelques participants nous livrent ici leurs impressions. Je tiens à saluer le réseau et ses partenaires pour cette initiative parce qu'en étant membre de la société civile, défenseur des droits humains, le plaidoyer, c'est une stratégie qu'on utilise beaucoup. Et il est important de savoir comment le faire et de façon efficace pour atteindre les objectifs. Et c'est de ça qu'il a été question ce matin. Je voudrais saluer les initiateurs et souhaiter que les prochaines fois, nous soyons nombreux à participer à ces activités-là pour qu'ensemble, nous puissions atteindre les objectifs en matière de sensibilisation, d'information, de plaidoyer et toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Par rapport à cette activité, nous pouvons dire que grande est notre joie parce qu'aujourd'hui, de jour au jour le jour, nous avons l'opportunité d'éradiquer ce fléau qu'est l'insécurité autour de nous par le plaidoyer. Ce plaidoyer que nous envoyons vers nos dirigeants à divers niveaux, local, national, international, au-delà du fait que c'est une lutte commune, nous voulons que cela perpétue. Parce que une personne, dans son entièreté, doit se savoir libre de s'exprimer, libre de communiquer, libre de décider. Je suis très heureuse de participer à cet atelier de ce matin. C'est vraiment riche et ça nous a permis de découvrir ce que c'est que le plaidoyer et les stratégies qu'il faut pour faire un bon plaidoyer. Et je remercie le réseau des femmes leaders et le réseau de recherche pour l'intelligence artificielle pour cette initiative qui nous offre, nous, en tant que jeunes, en tant qu'activistes des droits de l'homme, pour pouvoir connaître davantage, pour pouvoir avoir plus de connaissances.